Alors, rebonjour à ceux qui nous suivent depuis ce matin et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à cette nouvelle édition de l'Easy Day consacrée au numérique responsable. Alors, pour cette nouvelle visio, on va réfléchir ensemble à comment encourager les membres de nos communautés éducatives à raisonner, à mieux questionner leurs usages du numérique et à modérer, par conséquent, leurs impacts sociaux et environnementaux. Et effectivement, on se rend compte que pour faire changer les mentalités et les pratiques, il est indispensable de sensibiliser, d'informer, de former et de faire agir, de faire expérimenter l'ensemble des acteurs par des pratiques d'un numérique plus responsable. On sait que dans de nombreux territoires, des réseaux de DSI ou de référents numériques diocésains sont animés pour accompagner les établissements scolaires à s'approprier ces nouveaux enjeux. Alors la question, c'est quels sont les outils et les techniques d'animation qui nous permettent de mieux les embarquer dans cette démarche, quel que soit leur rôle dans un établissement scolaire. Alors pour nous inspirer sur toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir en distanciel Agnès Bombarlet. Agnès, Bonjour. bonjour. Donc Agnès, vous pilotez les engagements RSE et numérique responsable auprès des DSI banques et assurances au sein de la Banque Postale, où je crois que vous œuvrez à la Banque Postale depuis 18 ans sur des questions de gouvernance numérique. C'est bien ça? Alors, depuis 18 ans, oui, mais sur les questions numériques, c'est beaucoup plus récent. Enfin, depuis 2017, nous sommes sur les sujets de développement durable qui intègrent également le numérique. D'accord. Alors du coup, sans transition, ma première question, c'est en quoi consiste exactement votre mission au sein de la Banque Postale aujourd'hui et comment la Banque Postale s'est emparée de ce sujet du numérique responsable? D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur un support de communication que je vais partager là en direct. Alors, voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez mon support? Alors il faut qu'il passe, voilà, la régie l'a passé en broadcast, donc c'est bon. OK, parfait. Donc moi, effectivement, je m'occupe du pilotage des engagements RSE et numérique responsable au sein de la DSIBA, qui est la DSI Banque Assurance de la Banque Postale. Donc, nous avons ces sujets, voilà, depuis 2017-2018, c'est des sujets qui nous inspirent, en tout cas le numérique responsable, et nous avons souhaité donc mettre en place une démarche au sein de notre entité pour œuvrer dans ce sens-là, en ayant bien en tête l'ensemble des impacts du numérique, les impacts qui soient positifs ou négatifs également, hein. Donc je vais dérouler ma présentation déjà pour vous donner quelques chiffres de contexte. Donc pour vous expliquer, donc la Banque Postale et l'ensemble de la DSI, donc pour laquelle je travaille, nous œuvrons donc pour plus de 32 000 collaborateurs. Nous avons des points de contact partout sur le territoire, des clients particuliers, donc nous sommes à plus de 10 millions. Il y a également les personnes qui sont assurées CNP Assurance, donc là on atteint les 48 millions. 308 000 clients personnes morales ou acteurs publics locaux. Et donc sur notre app mobile, nous avons plus de 3 millions de visites quotidiennes. Donc à l'intérieur de cet écosystème du groupe La Banque Postale, il y a donc nous, la DSI, donc la DSI Banque Assurance, où nous sommes 3400 professionnels qui travaillons donc pour le compte, qui travaillons pour la DSI de La Banque Postale et de ses filières, voilà. Donc ça donne un petit peu la dimension aussi sur laquelle nous agissons aussi dans cette démarche numérique responsable. Très bien. Donc là, j'ai mis un élément pour expliquer que voilà, Banque Postale est vraiment investie et est reconnue très régulièrement par des organismes de notation financiers sur les engagements pour le développement durable. Alors là, c'est en faveur du climat, mais pas que, hein, c'est beaucoup plus largement que ça. Alors ça, c'est pour les éléments chiffrés. Ensuite, les informations que nous relayons, en tout cas auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, hein, donc pas que DSI, l'ensemble de la Banque Postale, les plus de 32 000 personnes que vous avez vues. Donc c'est le fait que le numérique dans le monde, donc ça, tout ça vous avez dû le voir ce matin, hein, ça représente
Ça représentait en 2020 4% des gaz à effet de serre. On sait que c'est plus important maintenant. On n'a pas forcément de chiffres très récents, enfin moi je ne les ai pas en tout cas, et on est en forte accélération et toujours des usages qui se multiplient. Donc nous partons du principe qu'à partir du moment où on va acquérir, utiliser un équipement IT ou un service numérique, nous allons forcément avoir besoin derrière, en arrière-plan finalement, d'eau, de matières premières, d'énergie, et nous allons générer des gaz à effet de serre, des déchets, qu'on appelle les D3E, et aussi des impacts finalement sur l'écosystème Terre. Donc, bon, là où sont répartis, je pense que ça, vous l'avez déjà vu. Et ensuite, donc, nous sensibilisons beaucoup nos collaborateurs sur le fait que le numérique implique aussi non seulement des usagers, mais également des ouvriers qui vont œuvrer à la fabrication des équipements, mais aussi des services IT et des citoyens qui sont voilà, impactés positivement et négativement, hein, bien sûr, par toute cette digitalisation et ces outils que l'on met en place. Donc, le contexte de la démarche numérique responsable pour nous, en tout cas la Banque Postale, c'est déjà une réglementation française et européenne qui va en se renforçant. Donc là, j'ai mis en surbrillance la loi Pacte, mais pas que. Nous prenons en compte aussi la loi Rennes, qui est vraiment liée aussi aux usages du numérique et aux démarches d'achat, etc. Donc nous prenons également en compte le plan de sobriété énergétique, puisque le groupe La Poste et donc la Banque Postale a signé un engagement pour baisser les consommations énergétiques de 10% d'ici fin 2023, avec les premiers effets là qui ont lieu sur cet hiver passé, et donc de continuer, et le numérique fait bien partie de cette démarche de maîtrise de la consommation. Et ensuite, le dernier point de notre contexte, c'est que la Banque Postale est une société à mission. Elle est dotée d'une raison d'être et est animée dans sa démarche numérique responsable, enfin dans sa démarche, pardon, de RSE, de façon globale par une direction de l'engagement citoyen. Voilà, avec l'ensemble des filiales qui sont concernées. Et donc, nous avons la volonté, d'une part, d'accompagner l'ensemble de nos clients, mais aussi de nous inscrire dans une trajectoire de décarbonation qui a été engagée auprès du SBTi, donc une trajectoire de moins 46% d'ici 2030. Et là aussi, le numérique y participe. Il y a aussi des enjeux autour de la biodiversité, mais je ne les ai pas énoncés là. Alors, nous, comment nous sommes organisés pour mener cette démarche numérique responsable? Donc, la Banque Postale, avec la direction de l'engagement citoyen que je viens de citer, s'appuie sur un certain nombre de correspondants. Donc, nous sommes 2 correspondants à la DSI vis-à-vis de cette direction de l'engagement citoyen. Et donc, nous œuvrons avec une équipe sur beaucoup d'actions et une politique de progrès autour de ces sujets. Donc nous avons également, ça c'est l'intérêt d'un grand groupe comme le nôtre, donc des interactions avec les autres branches du groupe La Poste, parce qu'on a une démarche commune, pas forcément partagée à tous les niveaux, mais en tout cas nous avons une démarche commune. Et donc sur le sujet numérique responsable, nous travaillons également avec l'INR au niveau du groupe La Poste, avec l'INRIA et l'initiative, nous sommes adhérents de l'initiative gouvernementale Tech for Good. Donc, le numérique responsable chez nous, c'est quoi? C'est vraiment 2 aspects. Ce n'est pas que le Green IT. Donc, le Green IT, on est vraiment sur des aspects techniques, matériels, éco-conception. On donne une part très importante aux aspects sociétaux, le IT for Human. On parle souvent de Green for IT ou IT for Green, mais nous, on est vraiment aussi sur le IT for Human, du fait de l'éventail de nos clients, mais aussi parce qu'il est important pour nous de faire de l'inclusion dans les services que nous apportons, de prendre en compte l'éthique, la mixité, la parité. Et donc, c'est vraiment de l'inclusion et de la technologie au service du progrès humain. Alors, les chantiers sur lesquels nous travaillons, donc là, vous avez sur la droite les 10 thématiques. Donc, sur la gauche, bon, c'est en gros les gros éléments de la feuille de route que nous sommes fixés depuis fin 2019. Et sur la droite, les grandes thématiques sur lesquelles nous travaillons. Donc là, aujourd'hui, ce que nous abordons, c'est finalement l'accompagnement au changement. Mais le cercle que vous voyez là, il est aussi un marqueur fort du fait que tout est lié. On ne peut pas aborder l'accompagnement au changement de façon uniquement isolée. L'accompagnement au changement n'est efficace qu'à partir du moment où on maîtrise également notre empreinte et où on met en place des indicateurs de suivi de qualité de cet accompagnement au changement.
Donc, pour nous, ce sont des points très importants. Et donc, dans cet accompagnement au changement, nous avons aussi un lien avec l'ensemble de ces thématiques que nous abordons au quotidien. Alors, comment nous avons abordé et adopté les nouvelles pratiques au sein de nos équipes? Donc, il y a 2 niveaux. Il y a la DSI, donc j'en ai parlé, les 3400 personnes, et ensuite il y a la banque postale, plus de 32 000 personnes. Donc, parfois, nous abordons les choses pour la population vraiment d'informaticiens, et parfois nous les abordons et apportons beaucoup de vulgarisation autour de ces sujets pour l'ensemble de la banque postale. Donc, c'est 2 publics finalement qui sont différents parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'expertise. Mais on essaie d'adapter au mieux tout ce que l'on déploie. Donc l'objectif, c'est vraiment de former et d'informer, d'agir au quotidien, d'accompagner les équipes et de pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que de ne pas changer les pratiques voilà, au moment d'un événement, mais qu'on s'inscrive vraiment dans le temps. Et ça peut être mesuré grâce justement au KPI et à la mesure d'empreinte. Alors les premières actions que l'on peut évoquer ici, c'est les formations. Donc, nous avons des MOOC internes, donc nous appuyons aussi sur ceux de l'INR. Hein. Nous avons et également, nous avons un catalogue de formation qui est dédié sur les sujets du numérique responsable. Ensuite, nous avons un certain nombre de vecteurs de communication qui sont à disposition. Donc, nous avons des portails internes. Nous utilisons aussi pas mal le push mail, même si ce n'est pas un outil idéal, mais c'est important de multiplier finalement les vecteurs de communication. Nous avons des écrans dynamiques. Alors, les écrans dynamiques, c'est des grands affichages dynamiques qui sont dans les différents locaux de la banque postale, sur lesquels on peut faire passer des messages rapides sans son. Hein. C'est juste des images figées ou des petites vidéos qui sont très courtes et qui apparaissent voilà, sur des périodes de 2 semaines et qui sont renouvelées très régulièrement. Ensuite, nous avons un réseau social d'entreprise. C'est le RSE. Donc, le réseau social d'entreprise qui s'appuie sur la suite Office 365 avec l'outil Yammer. Donc, nous avons des réseaux qui sont transverses et des réseaux qui sont très spécifiques, dont un qui est dédié. Je vais vous le montrer sur le sujet du numérique responsable. Voilà, donc là, ce que l'on fait à travers ces vecteurs, c'est bien d'informer, de faire de la veille, de l'actualité, voilà, au niveau loi, réglementation également. S'il y a des évolutions, c'est important pour nous d'informer nos collaborateurs, surtout les plus concernés, donc ceux qui ont un profil IT. Et nous faisons aussi nous montrons les avancées sur des projets qui sont structurants, à fort impact. Et en distillant du coup par ces vecteurs de communication les messages selon différents canaux, vous avez la capacité de mesurer l'impact, enfin, en tout cas, est-ce que ça touche les gens? Est-ce qu'ils en parlent? Voilà, est-ce que c'est vous criez dans une forêt vierge ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui entendent et qui vous font un écho en vous disant « Ah, ça j'ai vu, ça j'ai mis en place, ça je… » Voilà, quel est l'effet retour en fait de toutes ces actions? Alors l'effet retour, on va l'aborder un petit peu après, mais on l'a parce que déjà nous avons des propositions des collaborateurs. Lorsque moi je me déplace dans des plénières ou sur des sites, je suis heureuse de voir finalement qu'il y a déjà un bon niveau de connaissance. On ne mesure pas à proprement dit le retour. Alors nous avons fait une enquête l'an dernier juste sur la population de la DSI, une enquête de connaissances sur un spectre assez large. Et sur les sujets du numérique responsable, on a eu un très bon taux de connaissance en fait des collaborateurs sur les projets que nous menons et l'importance que nous mettons sur ces sujets numériques responsables. Donc c'est plutôt des vecteurs qui fonctionnent. Alors vous avez ensuite les semaines à thème, c'est une bonne idée. Je vous laisse les présenter. Voilà, donc nous avons des semaines à thème qui existent déjà depuis quelques années, hein, dans lesquelles nous intégrons du numérique responsable. Donc la semaine de la RSE qui aura lieu fin mai, début juin.
Ensuite, la semaine de gestion des déchets, qui est une semaine européenne, qui a lieu au mois de novembre. Donc là, on fait beaucoup de sensibilisation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. La semaine du handicap au travail, nous abordons toutes les questions d'inclusion vis-à-vis de nos collaborateurs internes, mais aussi de nos clients. Et évidemment, enfin, l'événement qui est quand même très connu autour du digital, c'est le Digital Cleanup Day, qui s'appelait avant le Cyber World Cleanup Day. Donc là aussi, c'est l'occasion, ça a eu lieu il y a 15 jours, c'est l'occasion de passer des messages forts aussi et de challenger les équipes pour faire du nettoyage ou anticiper des volumes trop importants de stockage. Alors, je vais vous illustrer. Pardon ? C'est de l'événementialisation des messages qui doivent parler à nos établissements, qui sont familiers aussi d'organiser comme ça des rotations de thématiques, la semaine 2, voilà. Donc ça, c'est des bonnes idées à prendre. Voilà. Alors, au niveau des formations, là, c'est juste pour, je vais vous montrer à travers les différentes diapos, qui vont défiler maintenant voilà, enfin, des illustrations de mes propos. Alors, au niveau du socle de formation, là, on est sur les formations obligatoires, c'est-à-dire elles sont obligatoires pour tout acteur de la DSI. À partir du moment où les personnes vont finalement développer, suivre des applications en production, elles auront un parcours obligatoire de formation, alors pas que sur des éléments techniques, mais aussi sur les sujets d'accessibilité et d'inclusion. Ensuite, là, c'est des formations qui sont préconisées, proposées pour l'ensemble des collaborateurs de la Banque Postale, pas que les acteurs de la DSI. Les acteurs de la DSI peuvent les suivre, hein, bien sûr. Et donc, nous avons développé un module, c'est ce que l'on voit là sur la deuxième position, qui est vraiment dédié au numérique responsable avec des vidéos. C'est quelque chose de très ludique à utiliser. C'est un véritable parcours finalement. Alors là, j'ai pas les dernières métriques, mais en tout cas, c'est bien suivi. Et ça, c'est mis à disposition des plus de 32 000 collaborateurs. Alors là, une illustration, l'importance d'utiliser, dès que l'on est sur nos sites, le Wi-Fi plutôt que la 4G sur nos smartphones. Donc là, nous avons monté un argumentaire en expliquant que, à partir du moment où un collaborateur connectait son téléphone en Wi-Fi, on consommait, enfin, il y avait 3 fois moins de consommation qu'une connexion 4G. Alors pas forcément du fait de l'empreinte énergétique en local dans nos bâtiments et sur le smartphone, hein, mais c'est derrière aussi toute une chaîne de réseaux, d'antennes relais, et cetera, qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Autre exemple de communication sur le fait que je vous ai parlé des écrans dynamiques, nous avions un petit peu partout dans les bâtiments. Donc nous avons décidé de réduire la plage horaire, d'allumage de ces écrans. Donc ils sont allumés que, de 8h30 le matin à 17h, alors que nous avons des plages horaires beaucoup plus larges, notamment, à la DSI, où on a des personnes qui travaillent, en 24/7. Donc, nous avons fait le choix de les éteindre, là aussi, pour accompagner la sobriété et faire durer plus longtemps nos matériels. Exemple de communication que nous avons faite il y a 15 jours, donc pour les Digital Cleanup Day, rappeler à nos collaborateurs, donc très largement, hein, les équipements de base, sachant qu'il y a très souvent aussi le téléphone qui se rajoute, et donc l'importance de préserver ce matériel qui est confié, d'avoir de la frugalité dans le renouvellement aussi, de ne pas toujours chercher le dernier modèle qui est mis à disposition dans les catalogues, mais déjà utiliser jusqu'au bout le matériel que l'on a déjà autour de son environnement de poste de travail. On en a parlé ce matin justement de cette course à l'innovation permanente ou au modèle d'après. Oui. On en a vraiment besoin, voilà. Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment un sujet important, même au niveau des achats, mais on va en parler après. Donc là, c'est une illustration de ce que nous faisons du matériel qui est arrivé en fin de vie chez nous, c'est-à-dire qui ne répond plus aux critères, aux exigences de performance et de sécurité. Donc ce matériel, on fait le maximum pour le confier à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et là, donc, c'est un exemple de don que nous avons fait à une association que nous avons créée, hein, où nous accompagnons des jeunes à partir de la fin du collège jusqu'à leur bac+3. Et donc, on leur propose de les équiper en PC et smartphones issus de nos flottes.
Donc ça, c'est Ce une matin, donation. ce matin, avec Olivier Bieber, on parlait des 5 R, qui était une grille de cycle de vie des matériels. Et il y a un des R, c'était reform. C'est-à-dire, c'est pas recycle, on n'est pas encore dans le recyclage, on est dans la réutilisation, le réemploi et le Le fait de pouvoir réemploi. prolonger la durée de vie de nos machines, enfin de nos terminaux, en passant le relais à d'autres publics. Exactement, oui. Alors nous distinguons bien le réemploi du recyclage finalement et de la réutilisation. Pour nous, le réemploi, c'est, utilisation dans l'intégrité et la réutilisation, c'est parfois des composants finalement qui vont être réutilisés et le recyclage, donc là, c'est pour la matière, hein. Et effectivement, nous distinguons bien, en tout cas dans notre chaîne, et nous essayons au maximum de privilégier le réemploi dans l'intégrité du matériel. Alors là aussi, un autre exemple de sensibilisation auprès de nos collaborateurs pour leur demander de bien éteindre leur matériel le soir lorsqu'ils quittent leur position de travail, que ce soit chez eux ou dans les locaux, puisqu'un matériel en veille consomme quand même de 20 à 40% en fonction de l'appareil de son équivalent en marche, mais surtout il reste en veille très longtemps et parfois toute la nuit, tout le week-end, donc c'est important de l'éteindre. Un autre engagement aussi, nous avons challengé, l'allongement de durée de vie des smartphones professionnels. Nous étions plutôt à 23 mois, donc nous avons un objectif à 1 an de passer à 28 mois, donc nous allons faire le bilan en juillet prochain. Donc là, derrière, on a mis un certain nombre d'actions que je ne vais pas détailler là. Nous avons donc sur notre réseau social d'entreprise dont je vous ai parlé, qui est là, donc un exemple de publication où nous faisons de la sensibilisation, là, par exemple, sur le dark mode, le mode sombre pour les écrans et expliquer les avantages qu'il peut y avoir à passer sur ce mode-là. Alors là, on est surtout sur le sujet de la sobriété, mais ça permet aussi pour les smartphones professionnels de les faire durer plus longtemps, de faire durer la batterie plus longtemps. Autre exemple des exemples d'éco-gestes que nous partageons à travers les différents médias, donc les éco-gestes à adopter au travail au quotidien, mais aussi à la maison, puisque nous considérons que nos collaborateurs sont aussi des citoyens qui agissent pour le numérique citoyen dans la sphère privée. Nous donnons aussi pas mal d'éco-gestes propres à nos outils, comment bien utiliser Word, PowerPoint, les polices d'écriture, bien dimensionnées, etc., pour que ce soit lisible par le maximum de personnes. Et toutes ces questions de surstockage de données aussi, de veiller à regarder régulièrement et de faire du ménage. Donc on a aussi des campagnes pour réexpliquer comment faire du nettoyage dans les différents outils. Pas faire que cumuler. Vous dites expliquer, réexpliquer, est-ce que finalement, c'est pas dans la répétition, qui est une méthode d'apprentissage, que finalement on atteint nos objectifs, notamment à l'école, où finalement on est aussi dans cette logique de rappeler, de répéter, de relancer, de reformuler pour qu'à un moment donné, le message soit approprié? Exactement. Alors reformuler, mais ce qui est important, c'est de le présenter différemment. Si finalement nous utilisons les mêmes écrans de communication, on se rend bien compte que les collaborateurs ne les lisent plus. Donc on va répéter les informations, mais sous des angles différents, en mettant en avant des données différentes voilà, d'un événement à un autre ou d'une année sur l'autre. On aborde vraiment les choses différemment et effectivement, c'est la répétition. Il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, que l'on adopte de bonnes pratiques, juste sur un temps court, mais que ça devienne un automatisme comme, le fait, d'éteindre l'eau lorsqu'on se brosse les dents ou voilà, que ça devienne une évidence. C'est ce que nous appelons le numérique responsable by design, c'est-à-dire qu'il soit vraiment intégré naturellement dans toutes nos pratiques. Et répéter, moi, enfin, c'est bien de me le répéter, mais tant que je l'ai pas fait une fois, ou que j'en ai pas fait l'expérience, c'est là où je l'ai pas vraiment, approprié et mis en pratique. Donc, c'est ce passage entre le message, la sensibilisation et le passage à l'action qui est le nœud, enfin, qui est la clé du système. Bien sûr. Oui, oui. Il y a le passage à l'action et l'importance aussi, finalement des métriques, hein, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire si tout le monde fait des efforts, aussi même au niveau de ce que l'on va développer, hein, au niveau des machines virtuelles. Bon là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais à partir du moment où on mesure, on donne du sens aussi aux bonnes pratiques que l'on propose et que l'on met en avant.
en expliquant voilà le gain qui va être fait. Par exemple, ici, vous avez en bas une diapo qui explique un projet que nous avons lancé de meilleure maîtrise des activités de stockage et de sauvegarde. Et voilà, là, par exemple, on a expliqué que nous avons fait des gros efforts en acculturant, en adaptant les espaces dédiés selon la criticité des données, et que ça nous a déjà permis de faire des gains d'espace en donnant des équivalences. Et des bilans comme ça, on en fait régulièrement Et est-ce pour que vous pensez montrer. qu'il faut un incentive pour inciter les gens à réaliser ces mesures? Je ne sais pas, avec un système une sorte de challenge ou de concours ou de points gagnés au fur et à mesure qu'on met en place telle ou telle pratique, parce qu'on sait qu'on fonctionne beaucoup sur le principe des gains, des points, des likes, enfin, voilà. Donc le principe de la machine à sous, est-ce que c'est applicable à des mesures comme ça au sein de la Banque Postale? Alors, Et dans nos ouais. établissements, on se pose la question. Alors nous avons expérimenté de faire des challenges autour du numérique, notamment autour du Digital Cleanup Day, qui s'appelle maintenant enfin qui s'appelait avant le Cyber World Cleanup Day, pardon. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément beaucoup de réponses, d'adhérence, d'adhésion des collaborateurs qui sont déjà dans leur quotidien. Et finalement, nous sommes partis plutôt sur des sujets macro ou alors des challenges plutôt sur le questionnement, sur l'acculturation des sujets, mais pas forcément sur des mesures au niveau des collaborateurs, puisqu'on n'a pas forcément d'outils non plus pour pouvoir le mesurer. Et lorsque c'est déclaratif, les collaborateurs ne vont pas forcément faire l'effort et ne vont pas forcément mettre des données justes. Ils vont peut-être amplifier le gain Oui, donc ça peut biaiser en fait pour le système. voilà, ça peut biaiser. Donc on préfère, enfin nous avons pris le parti de pas forcément partir sur ce type de procédé. Mais par contre, d'acculturer, d'expliquer, donner du sens. Là, vous avez en haut à droite, une communication que l'on a faite l'an dernier, puisqu'on a récupéré du petit matériel, donc casque, clavier, souris, et cetera, qui n'était plus utilisé chez nous, mais qui fonctionnait très bien, ou des fois, il y avait peut-être un petit angle du clavier, ou voilà, où on a fait du nettoyage de clavier, et on les a donnés dans des associations locales. Et ça aussi, ça appuie le message de prenez soin de votre matériel. Si vous en prenez soin, on pourra le réinjecter derrière pour une deuxième vie. Et voilà, des personnes pourront bénéficier de ce matériel. Donc, c'est plutôt cette façon-là que nous avons adopté. D'accord. Ensuite, un autre cas, c'est le dernier, c'est la fresque du climat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui est très intéressant pour permettre là aussi de l'appropriation de tous les sujets autour du climat finalement. La Et Project l'a expérimenté. d'accord. Donc la fresque du climat, nous en avons une version fresque du climat by La Poste, et donc nous avons rajouté des cartes. Donc cette fresque du climat, elle est déployée auprès de 50 000 collaborateurs au sein du groupe, dont l'objectif c'est 12 000 au sein de la Banque Postale. Et donc, en participant à ces ateliers, ils voient les cartes, donc notamment la carte numérique responsable que nous avons faite, où il y a là aussi, nous avons mis en avant 4 thématiques parmi les 10 que je vous ai montrés tout à l'heure, en donnant quelques exemples. Donc là aussi, c'est un très bon biais, c'est un très bon vecteur de communication. Voilà. Et Alors là, juste sur la phase du climat, il faut s'adresser à un organisateur, à quelqu'un qui maîtrise le déroulé du process, hein, parce qu'il y a un temps de prise de conscience, un temps de co-construction, de passage à l'action. Enfin, c'est assez bien rythmé, mais il faut bien vraiment sûr. faire cette démarche avec quelqu'un qui sait le faire, quoi. Ah bien sûr, bien sûr. La fresque, en tout cas, de base, elle dure 3 heures, un petit peu moins de 3 heures. Il faut prendre le temps pour bien s'imprégner du sujet et bien comprendre. Nous en avons une version qui dure 3 heures et demie, puisque nous avons adossé à la fresque de base des cartes spécifiques à nos métiers de la Banque Postale et du groupe La Poste. Alors le deuxième volet sur les mesures que nous avons adoptées, donc déjà, nous intervenons également dans des plénières d'entités. Donc vous avez vu, nous sommes très nombreux, donc c'est bien de faire passer des messages où les collaborateurs sont assez
passif finalement, hein, par rapport à ce que l'on a dit. Donc c'était important pour nous d'intervenir directement dans des équipes, sur des projets spécifiques ou sur des métiers spécifiques et de passer des messages. Et pour ça, donc, on s'appuie sur des presse un petit peu comme ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui, mais également sur un quiz que nous avons développé à partir de post-it et qui permet aux équipes de s'impliquer et d'être force de proposition sur des améliorations à apporter dans leur périmètre d'action. Donc ça marche plutôt bien aussi. Nous avons des guides dédiés, guides accueil RSE qui sont forcément donnés à tous les nouveaux arrivants. Oui, à tous les nouveaux arrivants. Donc ces guides, surtout celui du numérique responsable, il permet donc de bien sensibiliser tous les acteurs, donc pas que les nouveaux arrivants, tous, et on le met à jour très régulièrement. Et donc là aussi, on fait de la communication en disant, tiens, il y a des nouveautés dans le guide numérique responsable, vous allez trouver par exemple le top 10 des meilleures pratiques d'éco-conception, vous allez découvrir des nouveaux gestes ou découvrir les nouveaux chiffres liés aux activités de la Banque Postale, etc., pour créer de l'attractivité et du renouveau. Et ensuite, pour les collaborateurs qui sont en lien vraiment avec l'IT, donc principalement les personnes de la DSI, donc nous avons une méthodologie projet qui nous est propre en interne pour les projets IT. Et donc nous avons intégré dans la méthodologie projet des jalons liés au numérique responsable avant de mettre en production, dans les phases d'architecture aussi. De s'assurer que l'on a bien réfléchi, responsable et durable, réutilisable. Voilà, de tous ces sujets, donc on les retrouve dans cette méthodologie, dans les guildes, les guildes des architectes, les guides des UX/UI, des développeurs, etc. Donc quelque chose de nouveau aussi, enfin que nous avons débuté fin 2021, mais qui est vraiment inscrit maintenant en systématique, c'est dans nos achats IT, nous avons rajouté des clauses responsables. C'est-à-dire que nos prestataires, enfin nos soumissionnaires, nous les challengeons pour leur demander où ils en sont dans leur propre politique, où ils en sont dans l'intégration de l'ensemble de leurs parties prenantes sur ces sujets du numérique responsable et propre aux achats que nous allons effectuer, que ce soit un achat logiciel, un achat matériel ou un achat de prestations intellectuelles. Nous leur demandons voilà, où ils en sont et ce qu'ils nous proposent dans le cadre de cet achat-là. Et le dernier point, c'est que pareil, pour bien intégrer, pour bien impliquer nos collaborateurs de l'IT, nous avons lancé une démarche de labellisation numérique responsable qui est en lien avec l'INR. Et là, ça nous permet également d'avoir un ensemble de correspondants et d'ambassadeurs dans nos équipes qui peuvent nous fournir des éléments et qui seront audités au mois de juin sur leurs connaissances et leurs compétences. Et ça va nous permettre, avec l'accompagnement d'un cabinet d'audit, d'appuyer et de constituer d'autant plus, même si nous y travaillons, notre feuille de route numérique responsable pour les 3-4 ans à venir. D'accord. Donc là c'est une illustration, donc un exemple de séminaire avec le petit quiz dont je vous ai parlé. Donc là, nous en avons fait la promotion dans un média interne. Le guide numérique responsable, donc là, c'est un affichage dynamique qui met en avant ce guide numérique responsable, donc nouvelle version V2. Et donc, le guide, il est comme ceci, tel que vous le voyez là, et donc il aborde ce guide, les contextes avec quelques chiffres mondiaux sur le numérique, tel que je vous ai présenté au début, la démarche de la Banque Postale, toute la question de l'accessibilité et de notre engagement citoyen, de la Banque Postale citoyenne, comment se former, comment agir au quotidien, comment bien maîtriser l'éco-conception et aller plus loin avec tout un tas de guides. Voilà. Nous organisons aussi des webconférences en format court qui ont lieu, alors une fois par mois, il y a des webconf autour de l'innovation et donc régulièrement, nous intervenons sur un temps de 30 minutes. Donc là, c'est un exemple où nous sommes intervenus sur les sujets de l'empreinte IT, de l'analyse du cycle de vie, de l'importance de prendre, de ne pas se limiter qu'à l'impact à notre niveau, par exemple sur la consommation énergétique, mais de regarder vraiment toutes les parties prenantes et le cycle de vie complet du matériel que l'on utilise ou des logiciels.
Là, c'était une campagne de communication auprès de ce que je vous indiquais sur les achats responsables et la campagne de communication autour de la démarche de labellisation voilà, que nous diffusons aussi largement auprès des équipes, en expliquant que notre démarche va nous permettre donc de créer un plan de progrès sur 3 ans. Voilà, donc en conclusion, ce que nous mettons en avant, c'est que l'ensemble des collaborateurs sont des acteurs, mais aussi des ambassadeurs. Ambassadeurs au sein de notre entreprise, de la Banque Postale, mais également à l'extérieur. C'est important, cette notion de collaborateur citoyen est vraiment importante chez nous. Et nous avons donc un rôle important à jouer, et d'autant plus sur le numérique quand on voit l'ampleur que ça prend, hein. Vous avez dû voir les chiffres ce matin. La consommation, par exemple, énergétique, 10% de la production mondiale d'énergie est dédiée au numérique. C'est quand même voilà, une part très, très importante. Donc c'est important de déployer très largement ces connaissances. On voit que vous avez effectivement une palette d'outils, de sollicitations, de vecteurs de communication qui sont bien riches, où effectivement il faut répéter, mais dans la diversité. On se rend compte que utiliser le multicanal pour passer ces messages, ça permet d'attiser la curiosité pour attirer tous les publics, hein, sur différents thèmes, sur différents langages, etc. Donc tout ça c'est génial, vous le lancez, mais est-ce que finalement vous avez rencontré des freins, des obstacles, des réticences, des à quoi bon, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'adhérence au lieu de dire adhésion, mais j'ai bien aimé ce changement de mot parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent glisser. Comment on fait que ça adhère dans tous les sens du terme? Alors, les difficultés, pour ne rien vous cacher, effectivement, au tout début, en 2018-2019, lorsque l'on a commencé à souhaiter mettre en place du numérique responsable, nos dirigeants, en tout cas, n'ont pas forcément compris l'importance de l'immédiateté de l'action. On était avant les phases Covid, hein, aussi, donc il y avait beaucoup d'autres sujets qui étaient traités. Et donc nous mettions en avant la réglementation qui allait évoluer, l'importance voilà, de se positionner. Donc tous les sujets RSE sur les autres périmètres, oui, avaient une importance très importante. Le numérique responsable était pas forcément bien compris. Donc là, il a fallu vraiment qu'on explique, qu'on donne du sens, expliquer que c'était un levier fort pour mieux maîtriser notre empreinte et agir positivement pour la société dans son ensemble. Et donc très rapidement, finalement, surtout à partir dès le début 2020, peut-être que le Covid a un peu aidé, je ne sais pas trop, mais voilà, nos dirigeants ont été totalement partants sur le sujet, et donc nous sommes partis sur une démarche terrain. Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'une démarche et non pas d'un projet. Et nous avons très rapidement commencé à proposer des webinaires pour expliquer ce qu'était le numérique responsable. Alors là aussi, des webinaires très bien faits, bien animés, avec beaucoup d'interactions avec des smartphones, questions de quiz, des petits lots à gagner. Et là, on a déjà, ça nous a permis déjà de bien faire comprendre et de donner du sens. Et la clé finalement qui fait que nos collaborateurs sont plutôt partie prenante et même de plus en plus moteurs et force de proposition sur le sujet, c'est qu'ils ont compris le sens et l'importance et ce qu'il y avait derrière. On a tendance un petit peu à regarder les outils numériques comme quelque chose de lisse, de bien fait, de bien packagé. Voilà, c'est toujours cette notion de cloud, nuage, c'est léger. Et nous, on a fait comprendre à nos collaborateurs qu'il y avait ça, effectivement, que c'était des outils merveilleux, mais derrière, il y a des impacts. Donc, c'est à partir du moment où c'est compris, eh bien, finalement, la machine est lancée. Et c'est beaucoup plus simple maintenant voilà, de faire passer des messages. Et on le voit quand on propose des séminaires, des conférences, etc. Nous avons quand même beaucoup de participants et de plus en plus. Vous parliez tout à l'heure de 2020, effectivement, avec l'effet Covid, l'effet confinement, l'effet télétravail. Enfin, c'est peut-être le bon moment pour prendre une nouvelle vitesse à tout ça. Est-ce que c'est aussi le bon moment, parce qu'on en parlait ce matin, le sentiment qu'il y a une espèce de course à l'innovation et à l'usage permanent de tous ces outils,
vous ressentez à la Banque Postale auprès des collaborateurs ce côté raisonné dans les utilisations, dans les achats, dans les voilà. Comment qu'est-ce qui vous permettra de dire à un moment donné, vous, à titre personnel, j'ai réussi? Ben, on le voit à travers les KPI et les métriques, finalement, on regarde sur l'ensemble de nos applications. Alors, par exemple, on a plus de 630, enfin quasiment 700 applications avec IHM qui sont concernées par l'inclusion et par la réglementation RG2A. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, RG2A, donc c'est l'inclusion, le handicap, etc. Et donc nous avons des métriques, nous suivons le nombre d'outils, d'applications en fait qui basculent, qui intègrent bien cette notion de handicap et de fragilité. Nous avons aussi les projets en fait que nous challengeons au niveau de l'architecture en disant, alors on met des critères qui sont obligatoires et d'autres des suggestions. Et finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets qui ne se contentent pas de prendre le socle minimum obligatoire, mais qui regardent aussi les préconisations et qui les adoptent. Et ça, on a donc des indicateurs qui nous permettent de les suivre. Donc, à partir du moment où tout ça sera naturel, donc le by design dont je parlais tout à l'heure, là, on aura vraiment réussi. C'est-à-dire, c'est un petit peu quelque part quand je ne serai plus là, il n'y aura plus besoin de mettre en place de l'expertise et de l'animation numérique responsable que l'on aura complètement réussi, puisque ce sera intégré à 100%. Nous, on a des établissements scolaires qui sont des groupes de grande taille dans lesquels il y a un DSI. Donc lui, il peut faire partie un petit peu à l'image de votre communauté, de celui qui devient l'ambassadeur, l'acteur, l'impulseur, quelque part, de toutes ces démarches dans les établissements. On a aussi des écoles de plus petite taille, que l'on appelle les écoles premier degré, les écoles isolées, où là, il n'y a pas forcément un référent numérique. Alors, c'est peut-être un référent diocésain. Enfin, il y a toujours de l'accompagnement, hein, de l'encadrement. Mais quels conseils vous pourriez donner à un établissement où il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'en occupe, de quand même s'engager dans cette démarche que les chefs d'établissement peuvent saisir. Vous voyez, comment on pourrait faire quand on n'a pas une armée, entre guillemets, de DSI pour déployer le message? Déjà, on peut donner quelques gestes clés, hein. Alors, on peut en trouver facilement sur internet. On peut également s'appuyer sur l'ADEME, qui crée des fiches, des formulaires très simples, accessibles à tous, de vulgarisation, mais tout passe par la formation de toute façon. Donc, si effectivement où les moyens sont modestes, déjà passer quelques messages clés sur les impacts du numérique. Ça, je suis toujours très, très étonnée, même auprès des jeunes auprès desquels j'interviens, de voir le peu de connaissances sur les impacts positifs et négatifs. Donc peut-être de faire réfléchir aussi les équipes et les élèves. Alors ça dépend des classes, hein, évidemment, si c'est des classes de maternelle ou primaire, c'est plus compliqué. Mais de demander, voilà, quels sont d'après vous les impacts positifs et négatifs du numérique d'un point de vue sociétal, écologique, pour les entreprises au sens large. Et déjà, d'avoir cette prise de conscience avec quelques chiffres clés, je pense que c'est déjà bien. Ça permet, une fois que l'on a compris, de se dire, bon, en interne, bon ben voilà, donc au vu de ces données-là, la proposition, c'est eh bien, de prendre soin de son matériel. Ça, c'est la clé, hein, puisque l'impact, il est majoritairement au niveau du matériel. Donc prendre soin du matériel, l'éteindre, le faire durer, avoir un usage raisonné, comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une requête sur internet, sur un Google ou sur un ChatGPT, finalement derrière il y a des impacts aussi. Donc aborder tout de façon assez raisonnée. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une bonne question là qui tombe un peu en rapport avec ce qu'on dit. Est-ce que finalement, ce comportement éco-responsable en matière de numérique, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une compétence au lieu d'en faire une obligation, une réglementation, quelque chose d'un peu imposé, une compétence qui pourrait elle-même être évaluée, mesurée lors d'entretiens, d'échanges, etc.
Alors, oui, complètement. En tout cas, nous le mettons en avant à travers le parcours obligatoire, en tout cas pour les acteurs du SI. C'est une compétence que l'on demande obligatoirement. C'est une compétence aussi que l'on demande lorsque l'on a des prestations intellectuelles chez nous. Maintenant, dans les critères achats, on demande que les personnes qui interviennent aient fait un parcours numérique responsable avant d'agir, voilà, d'intégrer nos équipes pour une mission, voilà, qu'elle soit courte ou longue. Donc effectivement, c'est une compétence, c'est un plus. Mais ça passe par la formation et par la connaissance. Donc il y a des parcours, hein, vous avez vu ce matin avec l'INR, il y a des parcours qui sont à disposition, qui permettent de se former et d'acquérir cette compétence. Après, on peut aller plus loin en se formant avec une certification derrière et passer voilà, différents steps de formation. Mais déjà avec un vernis de base du module d'une demi-heure de l'INR, on peut faire déjà beaucoup de choses. Alors, sauf s'il y a encore une ou deux questions de nos internautes là, par le chat, moi j'en ai une parce qu'il n'y a rien de pire qu'une démarche qu'on met en œuvre. On va le faire au début, hein, comme un jouet tout neuf au pied du sapin. Et puis au bout d'un moment, bon, c'est bon, c'est lassé, on passe à autre chose. Comment on fait en sorte que ce ne soit pas juste un effet d'aubaine, l'effet du moment ou le truc là en ce moment à la mode, mais que ça devienne quelque chose d'enraciné, de durable, voilà, et qu'on peut animer au long cours. Alors ça, ça se fait par des questionnaires, ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu au début. Alors, c'est à la fois les KPI qui permettent de voir qu'on s'inscrit dans la durée, mais c'est aussi des questionnaires de maturité auprès de nos collaborateurs à travers des enquêtes qui sont faites régulièrement. Et comme de toute façon, l'informatique a cette particularité qu'elle évolue sans cesse. Il y a une veille technologique qui est permanente et donc finalement le numérique responsable, il faut faire une veille autour du numérique responsable. Donc cette dynamique, il faut la maintenir au quotidien, voilà, et en répétant, toujours pareil, en répétant et en abordant les données, les chiffres clés, les éco-gestes de façon différente. Et se caler des rendez-vous des grands rendez-vous annuels, un peu comme on a vu tout à l'heure, hein, et qui s'inscrivent dans la durée. Voilà, nous, les rendez-vous annuels que je vous ai montré tout à l'heure, ça fait déjà plusieurs années qu'on les fait et on a bien prévu de continuer de les faire. Alors peut-être un mot de la fin pour conclure, parce que finalement, quand on parle d'impact, on voyait ce matin avec l'INR, on a l'impression d'accumuler les alertes, les risques. On disait qu'il y a toujours un côté anxiogène à annoncer les mesures d'impact, etc. Vous avez une raison, vous êtes optimiste? Je la connaissais pas cette question. Ah, Oui. C'est la question piège. Oui, c'est la question piège. Alors, optimiste sur le sujet du numérique, bien sûr, parce que le numérique, c'est un outil fantastique et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est au service du progrès humain, qui permet vraiment d'acquérir de la connaissance beaucoup plus facilement, qui relie les hommes entre eux, voilà, qui permet de propager le savoir, la connaissance. C'est comme tout outil, toute innovation, finalement, il y a du plus et du moins. Donc moi, je retiens surtout le positif et de déployer le positif. On parle un petit peu trop, c'est vrai, quand on parle numérique responsable, on parle un petit peu trop du négatif, mais sur le volet citoyen, en tout cas, il y a beaucoup de positif. Et ce qui me rend optimiste également, c'est qu'il y a de plus en plus finalement d'acteurs, donc nous en faisons partie, mais nous ne sommes pas les seuls, qui s'impliquent, qui challengent les parties prenantes. Et donc, c'est une espèce de boucle de rétroaction vertueuse en challengeant nos fournisseurs, nos data centers, nos équipementiers. Eh bien, eux-mêmes vont challenger leurs parties prenantes et donc l'ensemble de leur chaîne de valeur aussi. Et si on va prendre l'exemple d'un téléphone, alors bon, chez nous, nous n'avons pas encore déployé de téléphone éco-responsable. Nous sommes en train de travailler sur le dossier. Mais par exemple, un téléphone portable comme le Fairphone, c'est loin d'être parfait, mais il a une grosse part de matériaux réemployés. Les mines où sont extraits les composants respectent les droits humains. Voilà, il y a des pratiques quand même beaucoup plus vertueuses. On passe de l'économie purement linéaire dans l'informatique à une économie un petit peu plus circulaire, une économie de l'attention. Donc voilà, ça me rend, je vois les choses
assez positivement grâce à ça. Mais effectivement, il faut sortir de l'économie linéaire. Écoutez, merci beaucoup Agnès pour ce témoignage. Voilà, c'est source d'inspiration. Et puis ce côté positif de cette note de fin. Voilà, écoutez, merci à tous nos internautes de nous suivre et à tout de suite pour la prochaine conférence. Merci à vous. Merci Agnès. Au revoir.